Nous allons maintenant passer à l'Organisation pour les droits des femmes du Québec. Vous avez 5 minutes. Allez-y. Oui, bonjour. Alors, d'abord, j'aimerais apporter une correction. Je ne suis pas la présidente pour les droits des femmes du Québec. Je suis la représentante du comité de réflexion sur l'identité de genre pour cet organisme. Je suis accompagnée aujourd'hui du docteur James Cantor, qui a été le conseiller pour les droits des femmes sur un dossier de l'identité de genre dont je vais vous parler. Je donne la parole au docteur Cantor quelques secondes pour qu'il se présente et je reprendrai ensuite la parole. Hello, thank you very much. I only have a few minutes to say. I hope today to support Bill C6, except for the inclusion of gender identity, because the bill treats it the same as sexual orientation. As a clinical psychologist and research scientist, I've been providing therapy. J'ai fourni de la thérapie depuis plus de 25 ans maintenant, y compris le fait d'aider bon nombre de transsexuels à transitionner. J'ai été centre du journal d'abus sexuels et aussi de l'Université de Toronto et je suis aussi directeur du Centre de sexualité de Toronto. Et je suis aussi un homme ouvertement gay. J'ai eu la chance d'avoir du soutien approprié quand j'étais adolescent, c'était il y a longtemps, et je veux veiller à ce que des générations futures aient accès à cela. Donc, je suis ici pour aider à fournir 3 perspectives. J'aimerais vous dire que il y a une interprétation erronée de la science actuelle, qu'il faut comprendre que ce projet de loi pourrait avoir un effet négatif et ne me permettrait pas d'agir dans le meilleur intérêt de mes patients et ça empêcherait la collectivité LGBTQ2+, pour expliquer comment ça a une incidence sur la collectivité. Je serais prêt à répondre à vos questions. Merci. Alors, merci, je reprends. Merci, James. Alors, j'aimerais remercier les membres du comité d'avoir invité notre organisme pour les droits des femmes du Québec. Alors, en septembre dernier, 2019, PDF Québec recevait un courriel de la part d'une jeune femme qui nous alertait sur les traitements de thérapie soignant la dysphorie du genre qu'elle avait suivis et les répercussions sur sa vie maintenant qu'elle a atteint l'âge adulte. Elle m'a demandé de lire pour vous ce témoignage en son nom. Voici son témoignage. Durant mon adolescence, mes menstruations étaient si douloureuses et abondantes qu'elles perturbaient mon éducation. Mon médecin ne m'aidait pas à obtenir des soins appropriés. C'est aussi à ce moment que mon trouble de la personnalité limite a fait surface. J'étais connue en psychiatrie après de multiples hospitalisations. J'étais obsédée par l'idée d'être parfaite et mon apparence me complexait. Je ne me sentais pas comme une femme acceptable. Après avoir été en contact par Internet aux identités de genre, j'ai trouvé ma porte de sortie à mes complexes et mes menstruations transitionnées. J'ai eu accès à des bloqueurs d'hormones, de la testostérone et une mastectomie. L'équipe psychiatrique qui me suivait avait noté une hausse d'agressivité et aussi des tentatives de suicide. Mais c'était une façon de fuir qui j'étais, plutôt que de m'accepter. J'ai arrêté les hormones après 3 ans, mais certains effets ne sont pas réversibles. Je suis endettée de mes implants mammaires. Le retour en arrière n'est pas aussi accessible que la transition elle-même. Cette jeune fille était mineure au moment de subir une mastectomie et de la biomédicalisation. Elle souffrait d'un trouble de la personnalité diagnostiqué antérieurement à ces démarches pour recevoir une thérapie d'affirmation de genre. Son cas est malheureusement similaire à de nombreuses jeunes filles qui se présentent à ces cliniques de genre. Le docteur Cantor qui m'accompagne pourra vous en parler mieux que moi. Comment la pratique d'un psychologue qui rencontrera cette jeune fille demain sera considérée par le projet de loi C6? Est-ce qu'il sera criminalisé s'il s'interroge sur la perception d'un enfant, sur sa condition, sur son autodiagnostic de dysphorie du genre? Les jeunes filles sont 2 fois plus touchées par la dysphorie du genre que les garçons. C'est un ratio qui s'est inversé dans les statistiques récentes. Dans le résumé législatif du projet de loi C6, ce sujet n'est ni abordé ni expliqué.
Ce matin, nous avons dû changer à la toute dernière minute notre déclaration et je m'en excuse auprès du comité et des traducteurs parce qu'il y a à peine 3 heures, la BBC annonçait une nouvelle d'une importance majeure sur ce sujet que je souhaite partager avec vous. La Cour supérieure du Royaume-Uni aujourd'hui vient de déclarer dans un jugement qualifié d'historique que les enfants de moins de 16 ans atteints de dysphorie du genre sont peu probables d'être en mesure de donner un consentement éclairé pour suivre un traitement avec des médicaments bloquant la puberté et les hormones de l'autre sexe. La jeune Keira Bell, une jeune fille ayant détransitionné à l'âge adulte, vient de gagner sa cause contre le ministère de la Santé en Angleterre. Le ministère de la Santé ne semble pas avoir été inclus dans le processus du projet de loi. Je vous remercie. Thank you. Merci beaucoup. Très bien, merci. Maintenant, Monsieur Dr. Cantor ou Dr. Zucker. Alors, vous avez dit dans vos exposés que le texte est trop vague et on ne sait pas ce qui est englobé ou pas. Et si le gouvernement n'est pas prêt à faire des changements, nous avons parlé avec le ministre pendant la dernière heure et je lui ai demandé s'il serait prêt à étudier des amendements pour essayer de préciser ce dont il est question dans la définition. Selon vous deux, est-ce que les professionnels de la santé auraient des craintes lorsqu'ils s'occupent de jeunes enfants qui essaient de comprendre la dysphorie du genre? Je pense que c'est le résultat le plus probable. Je pense que oui, ça va décourager les professionnels de la santé, les psychologues en particulier, et ils vont se dire, s'il y a beaucoup d'aspects politiques, beaucoup de praticiens vont dire, moi, je ne veux pas être impliqué, je ne suis pas un assez grand expert pour m'occuper de ce genre de cas et je ne traiterai pas de personnes qui ont ce genre de situation. Alors oui, je pense que ça va faire craindre les cliniciens qui ne voudront plus traiter ce genre de situation. Si on n'a pas de définition claire quant à l'exploration, personne ne sera prêt à traiter de la situation avec une certitude et en pensant pouvoir aider leurs patients. Si un client ou un patient explore son identité de genre, ça veut dire qu'il existe une identité de genre qu'il faut tout simplement observer. Mais il n'y a pas de telles preuves. C'est vrai pour l'orientation sexuelle, mais on ne peut pas traiter l'identité de genre tout comme l'orientation sexuelle. Merci beaucoup. Allons maintenant passer à M. Fortin. Vous avez 6 minutes. Allez-y. Merci, Mme la Présidente. Ma question s'adresse à Mme Gendron du Mouvement pour les droits des femmes au Québec. Mme Gendron, je comprends de votre témoignage ainsi que celui de Dr. Cantor, mais même, je dirais, de l'ensemble des témoins. Vous êtes en accord avec l'idée d'interdire les thérapies de conversion. Si je prends la définition là, de 320.101, ce qui serait 320.101 au Code criminel, on dit, bon, on va interdire ce qu'on entend par thérapie de conversion, les pratiques, traitements ou services qui visent à rendre une personne hétérosexuelle cisgenre ou réprimer, réduire les attirances. Donc, pratiques, traitements, services, mais on en exclut en même temps ce qui vise les pratiques, traitements et services qui se rapportent à transition de genre, exploration, construction de l'identité. Moi, je comprends de l'ensemble des témoignages et je lis en tout cas, quant à moi, une certaine contradiction où ce qui est exclu est un peu la même chose ou assez semblable à ce qui est interdit. Ma question, Mme Gendron, est-ce que votre mouvement ne serait pas davantage confortable avec une exclusion qui dirait on va permettre les conversations de bonne foi, non interventionnistes, qui se rapportent à transition de genre, exploration, construction d'identité. Donc, des conversations de bonne foi qui ne visent aucune intervention plutôt que de permettre des pratiques, traitements et services.
Eh bien, non, notre groupe ne vise pas. Ce qu'on comprend dans le numéro B, là, c'est que ce qui est visé, ce sont les conversations. Le problème, ce ne sont pas les conversations, en tout cas, je ne crois pas, c'est plutôt les psychothérapies d'exploration. Les enfants doivent pouvoir, comme l'a expliqué le Dr. Cantor et le Dr. Soukar, ne doivent pas s'autodiagnostiquer identité de genre. Ils doivent pouvoir avoir accès à de la psychothérapie qui soit pas nécessairement qu'il n'y ait pas nécessairement de la biomédicalisation qui soit inclue. Autrement dit, notre grande préoccupation pour nous, c'est que les parents et les enfants puissent avoir accès à des psychothérapies sans avoir qui n'incluent pas nécessairement de la biomédicalisation. Nous désirons que les psychothérapies n'incluant pas de la biomédicalisation puissent être permises et non criminalisées par le projet de loi. C'est notre jeune fille qui, d'ailleurs, j'aimerais ça entendre M. Cantor là-dessus, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui souffrent d'autisme ou qui souffrent de troubles de la personnalité, qui se retrouvent, c'est une nouvelle clientèle, qui se retrouve dans des cliniques de genre et diagnostiquées par elle-même dysphorie du genre. Puisque maintenant, le psychologue ne peut pas contredire, c'est ce qui semble être visé par le projet de loi, où le psychologue qui la reçoit ne pourra pas, il va avoir le droit que de valider cette information-là, alors qu'elle peut souffrir d'autre chose. Voilà. Dans votre mémoire, Mme Gendron, vous parlez de ne pas insister à criminaliser la psychothérapie non affirmative. Exact. Donc, ce que je comprends, c'est que vous croyez que parce que là, on s'entend que c'est permis les thérapies de conversion. Ce qui est interdit, ça va être quand c'est contre le gré de la personne ou quand ça s'adresse à une personne mineure. Alors, ce que je comprends de votre position, c'est que par rapport à une personne mineure, par exemple, vous souhaitez qu'elle puisse avoir accès à de la psychothérapie, mais de la psychothérapie non affirmative, donc qui ne viserait pas à modifier son identité de genre ou son orientation sexuelle. Est-ce que j'ai bien compris? Non, Non? excusez-moi. Ouais. Non, vous êtes là pour ça, ça va? Oui, c'est ça. Alors, quand on dit de la psychologie non affirmative, les psychologies affirmatives sont une psychologie qui valide d'emblée l'identité que l'enfant lui présente et qui lui propose tout d'abord la transition sociale, ensuite les bloqueurs de puberté, ensuite les hormones de l'autre sexe et peut-être pour finir de la chirurgie. Nous, ce qu'on propose de dire, c'est qu'on voudrait que les parents et les enfants puissent avoir accès à... Nous avons peur que tout ce qui n'est pas thérapie affirmative et qui ne valide pas d'emblée l'identification de l'enfant soit étiqueté thérapie de conversion. Voilà notre grand problème avec ce projet de loi. Et bien évidemment, les thérapies de conversion, comme M. Ashcroft a subi, nous sommes absolument contre ces thérapies-là, mais il ne faut pas mélanger l'orientation sexuelle et l'identité de genre. L'identité de genre, c'est un diagnostic de santé mentale qui appelle des thérapies, qui demande des thérapies. L'homosexualité n'est pas un diagnostic de santé mentale. Pas du tout. OK. Donc, vous souhaitez que les gens puissent avoir accès à des services de psychothérapie. Oui. Et vous souhaitez, est-ce que je crois que vous seriez prête à aller jusqu'à de la psychothérapie qui viserait à influencer l'identité de genre ou l'orientation, mais pas nécessairement dans le sens de l'identité que l'individu a. C'est pas clair pour moi ce que vous souhaitez ou pas là, par rapport à ça. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que les parents et les enfants puissent avoir le choix de la psychothérapie ou d'avoir une thérapie affirmative, que le gouvernement n'interdise pas un choix, parce que le choix de psychothérapie, c'est un choix où on ne veut pas que l'enfant ait de la biomédicalisation nécessairement. On ne veut pas qu'il soit dirigé vers automatiquement vers une validation. Ce sont des enfants souffrants. Là. La moitié de ces enfants-là qui vont en clinique de genre souffrent aussi de ce qu'on appelle de la comorbidité, c'est-à-dire qu'ils souffrent aussi d'une autre
maladie mentale, vous pouvez demander au Dr Cantor ou au M. Zucker de valider ces chiffres-là. Donc, si vous demandez, c'est le consentement de l'enfant le consentement et son auto-identification qui est à questionner. Ce que nous voulons, c'est que le psychologue puisse l'aider à déterminer les causes de sa souffrance, que le psychologue puisse l'aider à comprendre sa souffrance. Merci beaucoup. Merci, Mme Gendron.